Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche soir. Nous reviendrons sur la polémique créée par Pierre Berger. L'homme d'affaires s'en est pris vivement ce week-end au Téléthon qui, selon lui, parasite la générosité des Français. Ce soir avec nous sur le plateau, la réaction d'un ancien parrain de cette opération. Thierry Lhermitte est notre invité. Ils sont quatre à être soupçonnés d'avoir aidé Jean-Pierre Trébert dans sa fuite. Deux d'entre eux ont été ce soir placés en détention. Nous tenterons de savoir qui ils sont et comment a été organisée la traque du fugitif. Nous irons à Auxerre dans un instant. La politique ce week-end, nous reviendrons sur la déclaration du ministre du Travail, Xavier Darcos, qui menace de fermer les entreprises qui emploient des sans-papiers. Et puis, Martine Aubry s'attaque au président de la République sur le débat sur l'identité nationale. Selon elle, Nicolas Sarkozy fait honte à la France. La grippe en question ce soir, nous reviendrons avec notre spécialiste Jean-Daniel Fézaquier sur vos interrogations, vos doutes, ses réponses. Dans quelques minutes, cette semaine s'ouvrira la vaccination des lycéens et des collégiens. Un dimanche de sport et du football ce soir avec la surprise Auxerre qui prend la tête de la Ligue 1. Et puis enquête sur les conséquences économiques de la qualification des Bleus pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Enfin, un retour attendu. Mais où était donc passé Renaud? En manque d'inspiration, d'envie? Eh bien, le revoilà avec son album Molly Malone. Alors est-il toujours en colère ou apaisé? Nous lui posons la question. Il est notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. On commence tout d'abord ce journal par cette déclaration de Pierre Berger qui suscite donc de nombreuses réactions depuis quelques heures. L'homme d'affaires qui est également depuis des années à la tête du SIDAction s'en est pris ouvertement au Téléthon, estimant qu'il parasitait la générosité des Français. Avec nous dans un instant Thierry Lhermitte qui a été le parrain à 2 reprises du Téléthon. Mais tout d'abord l'affaire avec Laurence Decherf et Nora Fadlaoui. 100 millions d'euros, c'est ce que rapporte depuis plusieurs années le Téléthon. Des dons qui servent à sauver des vies. Comme celle d'Alena, on lui donnait 2 ans à vivre, elle en a 7. Lorsqu'on devait lui donner un jouet en main, il fallait le désinfecter complètement. Atteinte de déficience immunitaire, Alena ne peut se défendre contre les infections. Ponction et modification génétique de la moelle osseuse, c'est la thérapie génique financée par le Téléthon qui l'a sauvée. Pour Pierre Berger, le président du SIDAction, ces 100 millions ne servent à rien. Je dis clairement que ça sert d'autant moins à rien que les organisateurs du Téléthon, ils ont trop d'argent. Ils achètent des immeubles. C'est pas comme ça que les choses se font. Le Téléthon capte la générosité des Français d'une manière populiste. Des affirmations que réfute l'association française contre les myopathies. Aucun placement financier dans l'immobilier et bien évidemment. La seule chose que nous pouvons être amenés à faire, et on en est vraiment très fiers, c'est de construire des laboratoires dans lesquels les chercheurs viennent évidemment développer leurs recherches. Et l'AFM de dévoiler ses comptes. Sur 100 € donnés, la moitié finance la recherche et le développement thérapeutique. 29 € aident les familles, le reste permet la collecte et la gestion. Pour la maman du petit Thomas, atteint d'une forme de myopathie, c'est indispensable de témoigner. J'ai absolument pas eu l'impression d'exhiber mon enfant. Je pense qu'il est important qu'on parle des problèmes de nos enfants, parce que c'est au quotidien. Depuis 20 ans, le Téléthon récolte toujours plus chaque année. Pourtant, cette collecte représente toujours 5% de l'ensemble des dons, car les Français donnent aussi de plus en plus, et à toutes les associations. Et avec nous donc ce soir l'une des personnalités qui a été parrain du Téléthon. Bonsoir Thierry Lhermitte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez entendu Pierre Berger s'exprimer? Étonnement, surprise? C'est pas surprenant parce que je crois qu'il est coutumier du fait, c'est pas la première fois, mais c'est tellement inutile cette polémique, il n'y a pas lieu d'être. Le Téléthon, c'est une entreprise magnifique. C'est effectivement 100 millions, c'est des millions de gens chaque année qui participent. Ce que les gens donnent au Téléthon, et pas qu'au Téléthon, aussi au SIDAction, aussi à la Fondation Recherche Médicale dont je suis parrain depuis 5 ans. Et ça fait avancer la recherche. C'est magnifique, ça aide les malades, ça sauve des gens, ça fait avancer la recherche. Et pas seulement pour les maladies neuromusculaires. Toutes les premières découvertes financées par le Téléthon, elles ont servi pour d'autres maladies, elles ont servi pour la recherche en général. Donc c'est vraiment inutile de dire ça. Vous craignez pas que ça sème le doute à terme? Écoutez, chaque année, il y a une petite polémique lancée par un tel ou un tel. Il dit que ça ne sert à rien. 100 millions d'euros pour le Téléthon ne sert à rien. Ce sont des mots forts, durs. Je crois qu'il a perdu une belle occasion de se taire, ça ne sert à rien. Mais allez dire ça aux parents des enfants qui sont aidés, sauvés. Et ça n'aide pas que les maladies et que les myopathies, c'est les maladies rares.
Il y en a beaucoup, elles sont rares, mais il y en a beaucoup, ça touche 5% des Français. 3 millions de gens qui sont touchés par les maladies rares et qui sont aidés par le Téléthon. Enfin, c'est dingue de dire ça, c'est nul et non avenu. Il faut oublier, voilà, on n'en a juste pas entendu, il ne faut plus en parler. Bon, vous avez écouté. Merci. Je vous dis, moi, je suis parrain de la Fondation Recherche Médicale qui aide toutes les maladies, mais je suis heureux que le Téléthon ait autant d'argent pour faire autant de bien à la recherche mondiale. Voilà. Merci beaucoup Thierry Lhermitte. Dans l'actualité de ce dimanche, parlons maintenant des complices de Jean-Pierre Trébert. Ils sont, selon la justice, au nombre de 4 à être soupçonnés d'avoir aidé le fugitif dans sa cavale. Alors qui sont-ils et qu'ont-ils fait concrètement pour aider l'homme qui s'était évadé de la prison d'Auxerre il y a 10 semaines? Eh bien on voit tout cela avec Fanny Stenler et Claire-Marie Denis. Escortés séparément, les 4 complices présumés de Jean-Pierre Trébert sont transférés cet après-midi au tribunal d'Auxerre. 3 hommes et une femme mis en examen pour recel de malfaiteurs. Après leur audition, le procureur de la République revient sur le rôle joué par un ancien collègue de Jean-Pierre Trébert. Après un mois dans la nature, le fugitif frappe à la porte de ce fermier. Trébert s'est présenté à lui, affamé, amaigri, demandant du secours. Marie-Thérèse donc et Michel Huy vont donc accueillir Jean-Pierre Trébert pendant plusieurs jours, vont le nourrir, vont le loger, l'habiller. Certains repas vont être partagés avec M. Trébert. Ces scènes se sont déroulées derrière ces fenêtres. Nous sommes dans la propriété du couple de fermiers. Mais ici, leurs proches ont du mal à les considérer comme de dangereux complices. Complice, je pense pas. Mais moi qui l'a appelé, oui, ça je vais peut-être pas bien l'entendre. Qui a appelé quoi? Trébert a appelé Michel. Et comme Michel ayant la main sur le cœur, moi le connaissant, peut-être que Trébert a profité de lui, sachant son caractère, sachant son... Je sais pas. Comme Michel connaît assez beaucoup de monde dans la région. Durant sa cavale, Jean-Pierre Trébert aurait bénéficié au total du soutien de 4 personnes. Michel et sa compagne, qui après l'avoir hébergé, l'ont ensuite aidé à trouver un appartement. Régis, un ami de Michel, c'est lui qui a prêté le studio de Melun où a été arrêté le fugitif. Christian, enfin un autre ami de Michel, il a ravitaillé Jean-Pierre Trébert en nourriture au moins une fois. En revanche, aucun d'eux, selon le procureur, n'aurait participé à l'évasion de Jean-Pierre Trébert de la prison d'Auxerre le 8 septembre dernier. Et on retrouve ce soir à Auxerre notre envoyé spécial Arnaud Comte. Bonsoir Arnaud. Le procureur a donc pris la parole tout à l'heure, précisant un certain nombre d'éléments et notamment que 2 des complices dormiront en prison cette nuit. Bonsoir Laurent, effectivement, 2 complices présumés dormiront en prison ce soir. Il s'agit pour le premier de celui que les enquêteurs considèrent comme le principal soutien de Jean-Pierre Trébert. C'est l'homme qui, durant plusieurs semaines, dans sa ferme de Seine-et-Marne, a hébergé et nourri le fugitif. Le second n'est autre que le propriétaire de l'appartement dans lequel Jean-Pierre Trébert a été arrêté vendredi. Reste 2 personnes. Eh bien, ces 2 autres personnes, leur participation apparaît plus marginale. Ces 2 autres personnes sont libres ce soir, mais placées sous contrôle judiciaire. Au final, tout le monde est mis en examen pour recel de malfaiteurs et toutes ces personnes encourent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Merci Arnaud Comte. Dans la Marne, une altercation entre 2 militaires lors de manœuvres a fait un mort. Il s'agit de 2 militaires membres du régiment de chars de combat de Mourmelon. L'auteur présumé des coups de couteau, qui serait mineur, avait d'abord fui avant de se rendre de plein gré au commissariat de police de Reims. On écoute le procureur de la République chargé de l'affaire. Il y a apparemment une altercation entre 2 militaires qui bivouaquaient avec plusieurs autres de leurs camarades. Leurs camarades qui dormaient ont été réveillés parce qu'ils ont entendu des cris. Et lorsqu'ils sont sortis de leur tente, ils ont constaté qu'un de leurs camarades était blessé vraisemblablement de coups provoqués par une arme blanche. Et ils ont vu dans le même temps un autre militaire qui prenait la fuite. Une affaire qui ressurgit du passé pour le père d'une jeune femme tuée en 1989 par des parachutistes près de Toulouse. Celui-ci a souhaité vivement réagir lorsqu'il a appris que l'un des condamnés bénéficie désormais d'un régime de semi-liberté. Une réaction face à une décision judiciaire qui fait suite à 20 ans de réclusion. Hélène Vergne et David Bress. Un père doublement meurtri. 20 ans après l'assassinat de sa fille Isabelle et la condamnation des meurtriers, l'un d'entre eux vient de sortir de prison. Une libération que Louis Raboud n'accepte pas. Comment au bout de 20 ans a-t-il fait pour mériter cette libération? Qu'est-ce qu'il a fait en prison? Est-ce qu'il a été suivi au niveau psychiatre? Est-ce qu'il a fait des études? Une colère en réponse à l'horreur des crimes.
Au cours de l'été 89, 4 parachutistes de la base militaire de Francazal de Toulouse vont violer, torturer avant de tuer 3 jeunes femmes. Lors du procès, la peine de mort abolie 10 ans plus tôt est évoquée. Mais les 4 militaires ne témoigneront d'aucun remords. Les jurés les condamnent à la perpétuité. Il y a un verdict populaire en cour d'assises. Donc un jury a décidé une perpétuité. Je demande l'application de cette loi, de ce verdict. En semi-liberté depuis fin octobre, le condamné aura purgé 20 ans de prison. Pour Maître Carrère, avocat dans cette affaire, la loi française au nom d'une seconde chance prévoit ces aménagements de peine, aussi choquants soient-ils pour les familles de victimes. C'est une réaction qui de toute façon impose le respect, mais la loi de notre pays permet, y compris dans une hypothèse d'une perpétuité prononcée, d'examiner au bout d'un certain temps la situation d'un accusé qui purge sa peine et qui peut progressivement retrouver une place dans la société. Dans une lettre transmise au juge d'application des peines et à l'Élysée, Louis Rabou dénonce le régime de semi-liberté et attend aujourd'hui des réponses. La politique avec tout d'abord le ministre du Travail qui annonce qu'il entend s'attaquer aux entreprises qui emploient des travailleurs sans papier. Il évoque un renforcement des contrôles de l'inspection du travail et des sanctions plus sévères. Explications et réactions avec Luc Bazizin et Guillaume Michel. La fermeture des entreprises, c'est la menace du ministre du Travail contre ceux qui emploient des travailleurs sans papier. Aucun chef d'entreprise contacté aujourd'hui n'a souhaité réagir, c'est le mutisme. En revanche, en grève depuis 1 mois et demi, ces sans-papiers ont accueilli la nouvelle avec une note d'espoir. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le patron n'a jamais d'accord, jamais donné le contrat pour nous pour aller à la préfecture trouver travail. En fait, certains patrons refusent de révéler leur identité à la préfecture, ce qui bloque la majorité des régularisations. Le coût du travail illégal représente 4% de l'activité économique en France, soit 60 milliards d'euros. Les secteurs qui emploient le plus de sans-papiers sont la restauration, le bâtiment, le nettoyage, le gardiennage et les services à la personne. Cet après-midi, syndicats et associations se réunissaient pour soutenir les enfants de familles sans papier et forcément, le sujet était dans toutes les bouches. Moi, je suis qu'une modeste, je me fais l'interprète de gens qui travaillent, donc c'est la vie chaque jour de travailler pour que la vie des sans-papiers soit une vie droite, humaine, digne. Peut-être elle va envoyer mon mari en Chine, je ne sais pas comment vivre ici. Je ne demande pas beaucoup, je demande à Sarkozy quand même, donnez-moi un petit peu d'immunité. Ce soir, le ministre de l'Immigration, Éric Besson, annonce qu'il déposera prochainement un projet de loi contre les abus des employeurs de personnes sans papier. Le débat sur l'identité nationale, on le sait, le président de la République a déclaré qu'à ses yeux, celui-ci était nécessaire et noble. Une position fortement critiquée ce matin par Martine Aubry, la première secrétaire du PS, devant les jeunes socialistes, estimant, je cite, que le chef de l'État faisait honte à la France. On écoute Martine Aubry et la réponse ce soir du ministre de l'Immigration, Éric Besson, sur France 5. Regardez. Non seulement Nicolas Sarkozy fait honte à la France en voulant opposer l'identité nationale et l'immigration, mais il a tort de penser que cette fois-ci les Français le suivront. Les Français ont compris que ces milliers de sans-papiers qui sont aujourd'hui exploités dans des entreprises et qui n'ont pas les papiers, qui font grève actuellement et qui occupent leur entreprise doivent avoir leurs papiers. Le débat sur l'identité nationale est bien plus large. Il porte sur la cohésion sociale, il pourrait porter sur la lutte nécessaire contre les discriminations, sur quantité de sujets. Mais je vous dis en même temps que nier le lien entre identité nationale et immigration, c'est à la fois nier l'histoire de France et deuxièmement, c'est nier aussi un certain nombre de questions qui sont de très grande actualité. On parle de la grippe A maintenant avec ce week-end cette information en provenance de la Norvège sur la mutation du virus, les écoles fermées, le vaccin avec ou sans adjuvant, la vaccination qui va commencer mercredi dans les collèges et les lycées. Avec nous pour nous aider à y voir un peu plus clair notre spécialiste, Jean-Daniel Fézaquier. Bonsoir Jean-Daniel. Alors, je suis comme tout le monde, je ne suis pas spécialiste, mais cette semaine, enfin ce week-end, quand j'ai appris qu'effectivement il y avait une mutation du virus en Norvège,
ça fait plutôt peur. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur ou est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Est-ce que le virus est efficace? Le vaccin, lapsus. Alors, pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que d'après les tests faits en Norvège, les médicaments antiviraux et le vaccin sont efficaces contre ce virus. Vous savez, ce virus, il n'aime pas la compétition. Il y a d'autres virus de grippe qui arrivent, notamment les virus saisonniers, et il y a de la place pour un seul sur le marché. Donc il se transforme. Donc il est en train de durcir ses positions pour être le premier à rentrer dans nos poumons, parce que c'est là où il a besoin d'aller pour se reproduire. Ça veut dire que cette mutation est en fait juste pour le rendre plus agressif, mais a priori, il reste tout à fait sensible au traitement. Alors, autre question, on vaccine par tranche, on l'a vu, les Oui. personnes à risque, les enfants, les femmes enceintes. Est-ce que finalement on n'est pas en retard? Est-ce qu'à force de faire des tranches comme ça, on ne va pas être en retard? Ah ben, c'est sûr que par rapport à l'épidémie, on est un peu en retard, mais c'est aussi une façon de montrer que ceux qui disaient qu'on faisait ce vaccin à la va-vite ont un petit peu tort, parce qu'on le fait tellement peu à la va-vite qu'on n'a pas les stocks de vaccins nécessaires pour vacciner tout le monde en même temps. L'idéal aurait été effectivement de vacciner dès septembre, larga manu, mais on n'arrive pas à le faire parce que les vaccins arrivent doucement. Alors, il y a tout un tas de gens qui ont contracté cette grippe sans s'en rendre compte, parce que dans 30% des cas, elle est asymptomatique, et qui se sont, je veux dire, entre guillemets, vaccinés naturellement. Là, c'est vrai que ça commence à être un peu tard, et que le virus va être très prédominant, et que pour certaines personnes, ça risque de poser problème. Alors, les personnes qui se vaccinent demain, combien de temps, au bout de combien de temps il va être efficace? Alors, sans adjuvant ou avec adjuvant, je vous dirais. Sans adjuvant, ça prend un peu plus de temps. Il faut environ 15 jours à 3 semaines pour que l'immunité s'installe. Les gens qui sont vaccinés avec adjuvant vont avoir une réponse immunitaire qui va être un peu plus rapide, environ entre 10 à 15 jours. Et si je ne veux pas du vaccin avec adjuvant, je peux choisir, je peux réclamer un vaccin sans adjuvant? Dans l'état actuel des choses, hormis le fait d'être une femme enceinte, ce que vous n'êtes pas, je crois, ni un enfant, ni un jeune enfant, vous n'avez pas vraiment le choix. Merci beaucoup, Jean-Daniel Fézaclé. Dans l'actualité maintenant, à l'étranger, en bref et en images, en Indonésie, 29 personnes sont mortes, mais 200 ont survécu au naufrage d'un ferry au large de l'île de Sumatra. On ignore pour le moment les raisons de ce drame. À l'étranger, toujours en Chine, le bilan a évolué après le coup de grisou samedi dans une houillère de la ville de Hegang. On compte désormais 92 morts. Une vingtaine de mineurs sont toujours piégés à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Il est 20h15 à suivre dans un instant le premier volet de notre série consacrée au sommet de Copenhague sur l'avenir de la planète. Vous découvrirez une île danoise exemplaire devenue indépendante en matière énergétique. Un dimanche de sport, Auxerre prend la tête de la Ligue 1. Thierry Henry découvre les sifflets espagnols et puis enquête sur les conséquences économiques de la qualification pour la Coupe du Monde justement. Enfin un retour ce soir, celui de Renaud. Après 2 ans d'absence, le chanteur sort un nouvel album, des ballades irlandaises. Il est notre invité ce soir. Mais avant cela, l'écologie. 65 chefs d'État ont à ce jour confirmé leur présence au sommet de l'ONU sur le climat, qui se tiendra donc dans 15 jours à Copenhague, un sommet synonyme d'urgence pour la planète. C'est le message qu'ont voulu exprimer aujourd'hui Zazie, Yannick Noah, Bernard Lavillier au Zénith de Paris. Ils se sont associés à l'ultimatum climatique lancé par une dizaine d'ONG. Et coup de projecteur ce soir sur l'une des solutions au réchauffement climatique, les énergies renouvelables. Une île danoise est en pointe sur la question, découverte avec Frédéric Monteil et Frédéric Faure. À 100 km de Copenhague, l'île de Samsø, battue par les vents, 4100 habitants, 21 éoliennes. Bienvenue au paradis de l'énergie renouvelable. Ici, en hiver, pour éclairer les rues et les maisons dès 16 heures, les habitants ne rejettent pas un gramme de CO2. Car presque tous les agriculteurs de l'île ont investi dans une éolienne. Jürgen Tranberg en possède 2 plus 150 vaches. Le vent lui rapporte autant que le lait. On n'investit pas 2,5 millions d'euros dans les éoliennes pour les beaux yeux de l'environnement, en risquant tout ce qu'on a. On le fait parce que c'est un investissement d'avenir. Le charbon et le pétrole vont devoir être remplacés. Il y a 12 ans, l'île importait son électricité du continent. Aujourd'hui, elle en exporte grâce à ses éoliennes en mer. Pour se chauffer, le bois et la paille ont remplacé le fioul et quand ça ne suffit pas, il y a toujours des panneaux solaires et des tondeuses à gazon certifiées 100% naturelles. L'île est devenue indépendante, sauf pour les transports, et encore, certains ne manquent pas d'idées. C'est bon. Et ça a quel goût? C'est comme du poulet grillé. Eric Anderson fabrique son propre carburant à base de colza. Il a adapté sa voiture et son tracteur moyennant 12 000 euros. Ça sent la friture, mais c'est du renouvelable. Ce colza, c'est moi qui le cultive. Une excellente idée. Le CO2 rejeté sert à la croissance du colza. Ça fonctionne en boucle. Donc si nous faisions tous la même chose, ce serait formidable. On n'importerait plus de carburant.
Le plus compliqué dans cette révolution verte, ce fut de convaincre la population. Pour cela, Søren Hermansen a dû enfourcher cette drôle de bicyclette à longueur de réunion. La force de ses jambes suffit à alimenter un ventilateur, 2 phares et à combattre les préjugés. Au début, je pense que la plupart des gens se disaient « Oui, je connais les éoliennes, c'est intéressant, votre idée de changer l'île, mais je ne veux pas être impliqué, j'ai ma petite vie tranquille, je ne veux aucun changement. » 12 ans après, non seulement toute la population adhère, mais les rejets de CO2 ont quasi disparu. L'exemple de Samsø est-il applicable à d'autres pays? En fait, c'est une question de volonté et d'argent. Ici, il a fallu investir 15 000 € par habitant dans les énergies renouvelables. Pour la France, la facture s'élèverait à presque 1 000 milliards d'euros. Une image forte, poignante, celle d'un homme en Turquie qui a eu tout juste le temps de quitter sa maison avec sa famille alors qu'un glissement de terrain était en cours. Et vous le voyez, sa maison s'est écroulée devant ses yeux. Des pluies diluviennes dans la région de Trabzon ont fait ce week-end au moins 4 morts. Cette histoire au Canada, où une Québécoise en congé, longue maladie pour dépression, a vu son assureur lui supprimer ses allocations parce qu'il avait surpris des photos d'elle sur Facebook. Des photos d'elle en train de s'amuser, notamment lors d'un spectacle de striptease. Explication, Valérie Gagé. Nathalie Blanchard est en arrêt de travail depuis 1 an et demi pour une grave dépression. En octobre, elle découvre que ses indemnités maladie ont été suspendues, appelle son assureur et là, surprise. Une femme m'a dit qu'elle avait récupéré des photos de moi et des commentaires sur Facebook et que je n'étais pas malade. Son interlocutrice décrit plusieurs clichés publiés dans son profil personnel sur le plus connu des réseaux sociaux. Des vacances en Floride, une soirée d'anniversaire, une sortie dans une boîte de striptease. Pour l'assureur, c'est la preuve par l'image qu'elle n'est plus dépressive. Mais l'avocat de la jeune femme juge ces méthodes de contrôle inacceptables. Il va porter plainte contre l'employeur IBM et contre l'assureur. Il n'y a aucun précédent. Pour le moment, il n'y a pas de règle de droit sur ce point, pas de limite fixée aux employeurs ou aux compagnies d'assurance. Internet forme aujourd'hui une gigantesque mémoire où chaque utilisateur laisse des traces indélébiles. Certains employeurs se sont déjà servis d'informations privées pour sanctionner des salariés. Pour la Commission informatique et liberté, aux internautes de rester vigilants. Quand vous mettez énormément de choses sur votre blog, accessible par vos amis dans les réseaux sociaux, si vous ne faites pas attention à qui a accès à ces informations, dans 10 ans, on peut facilement vous les retrouver. Et vous pouvez avoir changé d'amis, changé d'avis, changé de vie. Il faut que ce soit encore possible. En l'absence de règles internationales, il est difficile de faire effacer certaines informations publiées. C'est pourquoi de nombreuses voix réclament aujourd'hui un droit à l'oubli sur Internet. Le sport est tout d'abord, arrêtons-nous sur l'information qui a suscité tant de commentaires ces derniers jours, l'équipe de France et sa qualification pour la Coupe du Monde de football. Nous avons voulu ce soir savoir quel impact économique ce résultat et cette qualification allait avoir dans les mois qui viennent. Les chiffres, les conséquences, avec l'enquête de Julien Beaumont et de Mathieu Régnier. Main basse sur la Coupe du Monde. Un geste malheureux, mais des enjeux colossaux. La France qualifiée et des sponsors soulagés. Exemple dans cette boutique des Champs-Élysées. Même aujourd'hui, polémique ou pas, le maillot des Bleus reprend des couleurs. 7 mois avant, c'est déjà l'effet Coupe du Monde. Je pense que s'ils n'étaient pas qualifiés, j'aurais pas pris l'initiative d'acheter l'ensemble. Un maillot qui perd, on l'achète pas. En gros, ah oui, c'est sûr, il représente quelque chose, il y a une valeur sentimentale qui est liée au résultat. 60 maillots par jour vendus et des grossistes qui passent commande pour Noël. L'équipementier a déboursé 10 millions d'euros et pour sa dernière année de contrat, la qualification était obligatoire. Ça a un impact direct sur les ventes de maillots, mais aussi sur tout ce qui concerne les produits de l'événement et notamment le ballon de la Coupe du Monde qui va arriver d'ici quelques semaines. Donc forcément, l'impact de la qualification est important. Une Coupe du Monde, c'est aussi plus de licenciés. Après chaque rendez-vous international où la France est présente, les inscriptions en club sont systématiquement en hausse. Cette saison, la Fédération française empoche 2,5 millions d'euros de la part des plus gros sponsors. Elle en veut 4 pour l'an prochain. Mais vu la prestation, les entreprises vont chercher à solder les bleus. L'équipe de France est en train d'être dans un appel d'offres, de renégocier tous ses partenariats. Et il est clair qu'elle était partie pour faire augmenter les tarifs. Et c'est pas forcément en ce moment qu'on est bien placé pour augmenter les tarifs.
Quand les tricolores jouent, c'est l'économie qui marque. La victoire de 98 avait rajouté 1 point de croissance au PIB. 2006, les Bleus en finale et les ventes de bière et de téléviseurs décollent. Le foot, enjeu politique aussi. Un bon parcours des Bleus et la cote du président s'en ressent. Plus 15% de popularité pour Jacques Chirac après le titre en 98. Mais le foot, ce sont surtout des joueurs, les premiers gagnants de cette qualification. Tous ont touché une prime de 400 000 €. Pour le président de la fédération, pour le sélectionneur et pour tous les partenaires des Bleus, la qualification avait bien un prix. Un dimanche de sport avec beaucoup de football encore. Les derniers résultats de la Ligue 1 avec la victoire de Lorient à Saint-Etienne et de Nice face à Toulouse. Mais la vraie surprise, c'est le classement d'Auxerre qui prend la tête du championnat. Les autres images du week-end avec Julien Benedetto. Leçon de breton pour les Verts. Lorient s'impose à Saint-Etienne 2-0. Un bijou signé Vairua lance label mécanique orange. L'Argentin Sosa marque au milieu d'une défense stéphanoise apathique. Lorient surprenant 4e du classement ce soir pour le plus grand plaisir de son innombrable colonie de supporters. Et puis Nice domine Toulouse 1-0 grâce à ce pénalty de Loïc Rémy. Une panenka pour les puristes. À la surprise générale, Auxerre s'est emparé de la tête de la Ligue 1 hier soir en battant Monaco 2-0. Koulibaly et Ndinga ont marqué. Auxerre premier du jamais vu depuis 2003. Mais ne le dites pas trop fort, dans le fief de Giroud, on joue toujours le maintien. Une bronca pour Thierry Henry. Hier, le joueur de Barcelone est entré en jeu sous les sifflets à Bilbao. Conspué à chaque fois qu'il a touché le ballon. Voilà sans doute ce qu'il attend ces prochaines semaines dans les stades européens. Selon un récent sondage, 88% des Français désapprouvent son geste. Voilà, avant de parler musique, on regarde d'abord le box-office des sorties cinéma de la semaine. En tête, excellent démarrage pour Twilight. Le deuxième volet de la saga est déjà un phénomène. Ensuite, Rap de Lucas Belvaux, un film inspiré de la séquestration du baron en pain avec un étonnant Yvan Attal. Enfin, L'homme de chevet, l'histoire d'amour entre deux destins brisés avec Sophie Marceau et Christophe Lambert qui était avec nous la semaine dernière. La musique donc avec un retour et des retrouvailles avec ceux qui l'aiment et qui l'attendaient. Renaud revient, nouvel album, Molly Malone, c'est son titre, des ballades irlandaises adaptées en français. Bonsoir Renaud, merci d'être avec nous. Je sais que vous n'aimez pas ça, les journaux comme ça en direct, c'est un peu de pression, c'est vrai. On va faire ça tranquillement, on va discuter entre nous. Juste, tous ces gens qui vous ont attendu depuis 2 ans, ils ont envie de savoir, vous allez bien, ça va? Oui, ça va, je leur sors un album original. Faut les faire patienter avant le prochain album d'auteur-compositeur. Vous avez quitté Paris pour la banlieue. Aujourd'hui, c'est quoi? Si vivons cachés, vivons heureux, c'est la devise aujourd'hui? Oui, ça a toujours été ma devise. Moi, on voit sous les écrans et devant les caméras, mieux je me porte. Et ça vous manque pas, les bistrots parisiens, les discussions endiablées? La frénésie de Paris me manque un petit peu. Oui. Je suis dans une banlieue tranquille, calme. Et un peu trop calme à mon goût. Alors, nouvel album, un nom, Molly Malone, hommage à votre fils, Malone, et puis à l'Irlande, un pays que vous aimez depuis longtemps déjà. On va en parler. À quoi ressemble cet album? Eh bien, on voit tout cela avec Isabelle Bechler. À tout de suite. Renaud a connu sa révélation irlandaise dans les années 90. Un coup de foudre qu'il a digéré à son rythme. La mélancolie sautillante de cette musique l'a accompagné depuis. On grandit là-bas, les pieds dans la tourbe noire, loin des vertes prairies. Et puis il s'est assagi. Elle est loin sa première télé en 1975. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, regarde-toi, laisse béton. À ses débuts poète déjà, Renaud était surtout politique et s'engageait. Je suis venu soutenir la candidature de François Mitterrand. Sa fibre sociale habitait sa vie artistique comme ce Germinal de Claude Berry. Tu aimes bien les communistes? Tu aimes bien? Oui, monsieur. Eh bien voilà. Mes maîtres qui m'ont sûrement influencé, inspiré, peut-être même dans le subconscient, c'est Brassens, Bruant, Bobby Lapointe, de Prévert, Vian. Renaud! Une triple victoire de la musique comme artiste masculin.
On l'a suivi. Et 6 ans après cette consécration, Renaud nous invite à découvrir 13 mélodies gaéliques, toujours ancrées dans les réalités sociales. Oh, et du pain, vagabonds nous étions, sans un rond et aux 4 vents. Voilà Renaud, quand vous revoyez ces images, il y a quoi? Il y a de l'émotion sur ce parcours? Oui, ça commence à faire une petite près de 35 ans que je chante. Oui, une histoire avec les Français, avec ceux qui vous aiment. Cet album, c'est plus un album, allez, à écouter chez soi, tranquillement, plutôt qu'un album de revendication, de colère, comme c'était un petit peu à l'époque. C'est différent? Oui, mais il n'y a pas de la colère, mais il y a quand même des thèmes sociaux, le chômage, la misère, les difficultés économiques qui sont traités, le pacifisme, à travers une chanson sur la guerre de 14-18. Et j'espère que c'est un album qui me ressemble et qui ne déparera pas dans mon répertoire. Une relation particulière avec ce pays, l'Irlande, insoumise, c'est ça aussi? Oui, un peuple d'insoumis, puis surtout un peuple tellement sympathique, le plus sympathique d'Europe que je connaisse. Enfin, j'ai pas bourlingué à travers tout le monde entier comme Bernard Lavilliers ce midi, que j'ai écouté. Mais j'ai pas mal voyagé un peu en Europe et c'est le peuple le plus charmant, le plus sympathique. C'est une espèce de joie de vivre, fraternité, malgré les difficultés de la vie. Vous vous intéressez encore à l'actualité ou c'est un petit peu aller de côté maintenant? Je suis totalement désabusé par l'actualité, mais je la regarde toujours avec un œil attristé, avec colère, avec désillusion, avec pessimisme, quand je vois des reportages sur l'état de la planète, notamment. Vous êtes devenu vraiment écolo. Vous l'étiez déjà avant et aujourd'hui encore plus. C'est plus ça vraiment, ce thème-là qui vous mobilise? Oui, d'abord c'est un thème infiniment plus universel que la suppression de la taxe professionnelle dans les banlieues. Et puis, je suis infiniment plus touché par le sort du milliard d'individus qui n'ont pas accès à l'eau potable sur cette planète, du milliard d'individus qui souffrent de malnutrition, que des petits problèmes franco-français ou des petits problèmes politiciens entre Vincent Peillon et Ségolène Royal. Merci beaucoup, Renaud, d'être venu sur ce plateau. Molly, Malone, hommage donc effectivement à votre fils, à la famille, c'est important, les enfants aussi. Oh oui. On se souvient bien évidemment de Lola et de ses films et de cette chanson qui nous avait tous touchés. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Et puis comme chaque dimanche, un coup d'œil sur l'agenda de la semaine à venir. C'est à partir de mercredi que les élèves des collèges et lycées pourront se faire vacciner contre la grippe A dans leur établissement, et cela avec l'accord écrit de leurs parents. Vendredi, le Premier ministre russe Vladimir Poutine sera à Paris pour une visite au cours de laquelle il rencontrera le président Nicolas Sarkozy. Enfin samedi, du rugby, le 15 de France affrontera les All Blacks à Marseille lors du 3e et dernier test match à suivre, bien sûr, sur France 2. Avant de refermer le journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. C'est la mise en examen de 4 personnes, toutes soupçonnées d'avoir été complices de la cavale de Jean-Pierre Trébert. 2 d'entre elles ont été ce soir placées en détention. Les 2 autres ont été relâchées et placées sous contrôle judiciaire. Jean-Pierre Trébert est quant à lui incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis depuis vendredi dernier. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet. 20h35, le 5e élément de Luc Besson avec Bruce Willis. Demain, l'information c'est dès 6h30 dans Télématin. Et puis à 13h, bien sûr, Élise Lucet. Et à 20h, David Pujadas. Merci beaucoup, excellente fin de soirée et à très bientôt. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.